Anne avait 26 ans, et le sentiment étrange de vivre enfin à l'intérieur d'un conte qu'elle avait longtemps lu aux autres. Professeure des écoles dans une petite ville près de Lyon, elle passait ses journées à apprendre à ses élèves à croire en l'avenir, et ses soirées à préparer son mariage avec Marc. Chaque détail semblait aligné. La robe suspendue dans l'armoire, la salle réservée au bord d'un lac, les parents émus, et surtout Priska, son amie d'enfance, choisie naturellement comme demoiselle d'honneur. Anne se disait qu'une amitié de 20 ans ne pouvait cacher aucun secret. Pourtant, quelques jours avant la cérémonie, quelque chose se fissura sans bruit. Priska devenait nerveuse, évitait son regard, consultait son téléphone avec une insistance inhabituelle. Lors des essayages, elle riait trop fort puis s'absentait sans explication. « Tu es sûre que tout va bien ?» lui demanda Anne un soir en repliant des faire-part restants. « Bien sûr », répondit Priska trop vite. « Le stress du mariage, tu sais. » Anne sourit, rassurée. Elle faisait confiance à Marc, à leur histoire solide, à cette amitié forgée sur les bancs de l'école primaire. Elle mit ses étrangetés sur le compte de la fatigue, refusant d'écouter ce léger malaise qui lui serrait parfois la poitrine. La veille du mariage, alors que Marc lui envoya une photo de la chambre d'hôte où il passait la nuit, par tradition, Anne sentit son téléphone vibrer longtemps dans sa main. Elle ne sut pas dire pourquoi, mais un frisson la traversa, rapide, presque honteux, comme si douter était déjà une trahison. « Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires touchent le public. » Le matin du mariage se leva sous un ciel étonnamment clair. Anne se réveilla avant l'aube, le cœur battant, partagée entre l'excitation et une inquiétude diffuse qu'elle n'arrivait pas à nommer. Dans la maison familiale, tout s'animait déjà. Sa mère faisait chauffer le café, sa tante repassait une dernière fois la nappe blanche, et les bouquets de fleurs fraîches embaumaient l'air. Priska devait arriver tôt pour l'aider à se préparer, comme elle l'avait prévu depuis des mois. Mais les minutes passèrent. Puis 1 heure. Le téléphone d'Anne resta muet. Elle envoya un message léger, presque amusé, pour masquer son trouble. Aucune réponse. « Elle a peut-être oublié l'heure ?» dit sa mère en souriant. Anne acquiesça, mais ses doigts tremblèrent légèrement. Elle appela ensuite Marc pour se rassurer, pour entendre sa voix avant de revêtir sa robe. La tonalité résonna dans le vide. Elle rappela. Encore. Rien. Autour d'elle, l'agitation joyeuse continuait, inconsciente de la tension qui montait en elle comme une marée lente. Anne se força à respirer profondément, répétant que tout allait bien, que ce n'était que des coïncidences. Quand la coiffeuse arriva sans la demoiselle d'honneur, les regards commencèrent à se croiser. « Tu n'as toujours pas de nouvelles ?» demanda doucement sa cousine. Anne secoua la tête. L'anxiété se transforma peu à peu en une sensation plus lourde, plus sombre. Elle tenta encore d'appeler Marc, la gorge serrée. La messagerie s'enclencha. Les invités commençaient à arriver près du lac, la musique était prête, le célébrant attendait. Mais le marié n'était pas là. Ni Priska. Chaque minute qui passait semblait étirer le temps de façon cruelle. Anne sentit la confiance se fissurer, laissant place à un doute brutal. Elle se leva brusquement, soulevant sa robe d'une main. « Je vais comprendre ce qui se passe », dit-elle, d'une voix qu'elle voulait ferme. Au fond d'elle, une certitude effrayante prenait forme. Ce n'était plus un simple retard. Quelque chose d'essentiel venait de se briser, et Anne comprit, sans encore en connaître la vérité, que sa vie était sur le point de basculer. Anne traversa la cour à grands pas, le téléphone collé à l'oreille, laissant derrière elle les murmures inquiets et les regards fuyants. Le vent faisait frissonner la surface du lac, comme si le paysage lui-même retenait son souffle. Elle composa encore le numéro de Marc. 1 fois, 2 fois. La même messagerie froide répondit. Elle essaya ensuite Priska, le cœur cognant contre ses côtes. Rien. Pas même un message lu. « Ce n'est pas normal », murmura-t-elle pour elle-même. Son père s'approcha, tentant de garder une voix calme. « Anne, peut-être qu'il y a eu un imprévu. Une panne, un retard. »
Elle le regarda, les yeux brillants mais sans larmes. « Papa, Marc ne ferait jamais ça. Il m'aurait appelé. » À cet instant précis, l'angoisse bascula en soupçon. Les souvenirs des derniers jours lui revinrent en désordre. Les silences de Priska, son rire trop nerveux, les messages que Marc cachait en retournant son téléphone. Des détails qu'Anne avait volontairement ignorés, par amour, par loyauté, par peur de voir s'effondrer ce qu'elle croyait solide. La musique prévue pour l'entrée des mariés fut coupée. Les invités, désormais tous installés, échangeaient des regards gênés. Certains chuchotaient, d'autres consultaient discrètement leur montre. Anne sentit la honte tenter de s'insinuer en elle, mais elle la repoussa aussitôt. Elle n'avait rien fait de mal. « Où est Marc ?» demanda une tante à voix basse. « Et la demoiselle d'honneur ?» ajouta quelqu'un d'autre. Anne inspira profondément. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes. Elle se souvint soudain d'un détail précis. La veille, Marc lui avait dit qu'il passerait la nuit dans une petite auberge à quelques kilomètres, pour respecter la tradition. Elle n'y avait vu aucune raison de douter. Jusqu'à maintenant. Sans demander l'avis de personne, Anne attrapa son sac et ses clés. « Je sais où il est censé être, » déclara-t-elle. « Je vais y aller. »« Attends, je viens avec toi, » proposa son frère. Elle hésita une seconde, puis secoua la tête. « Non, j'ai besoin de voir ça seule. » En montant dans sa voiture, encore vêtue de sa robe de mariée, Anne sentit une étrange lucidité l'envahir. La peur était toujours là, mais quelque chose de plus fort l'accompagnait désormais. Le besoin irrépressible de vérité. Alors qu'elle démarrait, elle comprit que, quoi qu'elle découvre, elle ne pourrait plus jamais revenir à l'innocence de ce matin-là. Le trajet vers l'auberge lui sembla irréel, suspendu entre l'espoir absurde et la certitude glaçante que le pire l'attendait. La petite auberge apparaissait au bout d'une route bordée de platanes, silencieuse, presque indifférente à la tempête qui secouait Anne de l'intérieur. Elle gara sa voiture sans couper le moteur tout de suite, les mains crispées sur le volant. Sa robe blanche contrastait violemment avec la façade en pierre sombre. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, comme si rester assise pouvait encore retarder l'inévitable. Elle entra finalement. À l'accueil, une femme d'âge mûr leva les yeux, surprise. « Bonjour, je peux vous aider ?»« Je cherche Marc Lefebvre, » dit Anne d'une voix étonnamment calme. « Il a une chambre ici. » La réceptionniste consulta rapidement l'ordinateur, puis hocha la tête. « Chambre 12, au premier étage. » Anne n'entendit même pas la suite. Elle monta les escaliers lentement, chaque marche pesant comme une décision irréversible. Devant la porte de la chambre 12, son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende de l'autre côté. Elle frappa. Aucune réponse. Elle essaya la poignée. La porte n'était pas verrouillée. L'odeur familière du parfum de Marc l'accueillit aussitôt, mêlée à une autre, plus douce, qu'elle reconnut avec un choc brutal. La pièce était plongée dans une pénombre tranquille, les rideaux à moitié tirés. Anne avança de quelques pas, puis s'arrêta net. Sur le lit, Marc dormait. À ses côtés, blotti contre lui, Priska reposait, les cheveux épars sur l'oreiller. Le drap remontait à peine jusqu'à leurs épaules nues. Le temps sembla se figer. Anne sentit ses jambes se dérober, mais elle resta debout, incapable de détourner le regard. Un bruit infime la trahit. Marc remua, ouvrit les yeux, et son visage se décomposa en la voyant. « Anne, ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia-t-il. Priska se réveilla à son tour, croisant le regard d'Anne. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Il n'y avait rien à expliquer. Tout était là, exposé dans cette chambre étroite. Anne recula d'un pas, une main sur la bouche. Les larmes ne venaient toujours pas. À la place, une froideur implacable s'installa en elle. Sans crier, sans pleurer, elle tourna les talons et sortit de la chambre. Dans le couloir, son reflet dans le miroir lui sembla étranger. Une mariée au regard vide, portant déjà le deuil de la vie qu'elle croyait commencer ce jour-là. Anne descendit les escaliers comme en apnée, mais au lieu de quitter l'auberge, elle s'arrêta brusquement dans le hall. Une voix intérieure,
ferme et nouvelle, l'empêchait de fuir. Elle remonta, lentement, retourna devant la chambre 12. La porte était encore entr'ouverte. Elle entra sans frapper. Marc s'était assis sur le bord du lit, le visage enfoui dans ses mains. Priska, enveloppée dans le drap, évitait toujours son regard. « Arrêtez !» dit Anne simplement. « Ne dites rien. » Elle ouvrit la valise de Marc, posée près de la commode. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. À l'intérieur, elle trouva des reçus pliés, glissés négligemment entre des vêtements. Des factures d'hôtel, à Paris, à Annecy, à Marseille. Pas une seule date récente. Cela durait depuis longtemps. Son souffle se coupa. « Anne, je voulais te le dire, » murmura Priska d'une voix brisée. « Depuis quand » demanda Anne sans lever les yeux. Le silence fut la seule réponse nécessaire. Anne continua à fouiller. Dans le tiroir de la table de nuit, son téléphone vibra soudain. Elle le prit avant que Marc ne puisse réagir. Des photos apparurent à l'écran. Eux deux, enlacés, souriants, dans des lieux qu'Anne avait parfois visités avec l'un ou l'autre, séparément. Des messages tendres, des promesses murmurées en secret. Chaque preuve était un coup net, précis. Mais étrangement, la douleur devenait plus claire, presque supportable. Ce n'était pas une erreur, ni un moment de faiblesse. C'était une trahison construite, répétée, entretenue dans le mensonge. « Vous aviez tout prévu », souffla-t-elle enfin. « Même aujourd'hui. » Marc se leva, tentant de s'approcher. « Je t'aime, Anne, je te jure. »« Non » coupa-t-elle. « L'amour ne fait pas ça. » Elle reposa le téléphone, referma la valise et recula. À cet instant, quelque chose se détacha définitivement en elle. Elle ne se voyait plus comme une victime, mais comme la seule personne dans cette pièce à dire la vérité. Et cette vérité, aussi brutale soit-elle, lui rendait une force inattendue. Anne quitta l'auberge sans se retourner. L'air extérieur lui parut plus froid, plus réel, comme s'il la réveillait enfin. Elle s'assit dans sa voiture, posa le front contre le volant quelques secondes, puis démarra. Les images tournaient encore dans sa tête, mais une décision claire s'imposait à elle, implacable. Elle ne disparaîtrait pas en silence. Le trajet jusqu'au lieu de la cérémonie se fit dans un calme étrange. Anne essuya ses joues d'un geste machinal. Les larmes étaient venues, discrètes, sans sanglots. En arrivant près du lac, elle aperçut les invités rassemblés, debout, hésitants, comme figés dans une attente inconfortable. Les conversations s'interrompirent lorsqu'elle sortit de la voiture, toujours vêtue de sa robe blanche. Sa mère accourut vers elle. « Anne, qu'est-ce qui se passe? Où est Marc ?» Anne la regarda droit dans les yeux. « Je vais vous le dire, à tous. » Elle avança lentement vers l'espace prévu pour la cérémonie. Chaque pas était lourd, mais décidé. Le célébrant fit un mouvement pour l'arrêter, incertain. Elle leva la main. « Laissez-moi parler, s'il vous plaît. » Les murmures s'amplifièrent. Anne sentit les regards se poser sur elle, curieux, inquiets, compatissants. Elle inspira profondément, sentant son cœur battre fort mais régulièrement. La honte qu'elle avait redoutée ne venait pas. À sa place, une détermination calme s'installait. « Marc et Priska ne sont pas en retard, » déclara-t-elle d'une voix claire. « Ils ont fait un choix. » Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Anne poursuivit, sans chercher à adoucir ses mots. Elle raconta ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait trouvé, sans colère théâtrale, sans cri. Chaque phrase était simple, directe, impossible à détourner. Des exclamations étouffées parcoururent la foule. Sa tante porta une main à sa bouche. Son père serra les poings. Anne, elle, se sentait étrangement droite, comme si dire la vérité la maintenait debout. « Je ne me marierai pas aujourd'hui », conclut-elle, pas avec un mensonge. En se taisant, elle comprit que ce moment, aussi douloureux soit-il, marquait le début d'autre chose. Elle n'était plus celle qui attendait. Elle était celle qui choisissait. Un frisson parcourut l'assemblée. Personne n'osa parler tout de suite. Le vent fit bruisser les arbres autour du lac, et l'eau refléta un éclat de lumière aveuglant. Anne sentit ses mains trembler légèrement, mais sa voix resta ferme.
Elle leva lentement la main gauche, celle où brillait encore la bague de fiançailles. « Cette bague symbolisait une promesse, dit-elle. Une promesse qui a été brisée bien avant aujourd'hui. » Marc apparut alors au bout de l'allée, essoufflé, le visage défait. Derrière lui, Priska restait à distance, incapable d'affronter les regards. « Anne, attends, je peux expliquer » lança-t-il. Elle se tourna vers lui, sans colère visible. « Il n'y a rien à expliquer. Tout a déjà été fait. » Les invités observèrent la scène, partagée entre indignation et stupeur. Anne s'avança de quelques pas, se plaça face au lac. Elle retira la bague de son doigt. Pendant une seconde, elle la contempla, se souvenant du jour où Marc la lui avait passée, de ses mots, de ses sourires. Puis, elle la lança de toutes ses forces. Le bijou décrivit un arc bref avant de disparaître dans l'eau avec un bruit sec. Un souffle collectif parcourut la foule. « Je refuse de porter une faute qui n'est pas la mienne », déclara Anne. « Je refuse de me taire pour protéger ceux qui m'ont menti. » Marc tenta de s'approcher, mais le père d'Anne s'interposa, le regard dur. Priska fondit en larmes, murmurant des excuses que personne n'écouta. Anne, elle, se sentait plus légère, comme si ce geste avait tranché un lien invisible qui l'entravait depuis trop longtemps. Sans attendre de réponse, elle se détourna de l'autel improvisé. Sa robe effleurait le sol, mais son pas était sûr. En quittant les lieux sous les regards silencieux, Anne comprit qu'elle venait de reprendre quelque chose de précieux, sa dignité. Et cela, personne ne pourrait plus jamais le lui enlever. Les jours qui suivirent passèrent comme dans un brouillard épais. Anne quitta la maison familiale pour s'installer provisoirement chez une collègue, le temps de reprendre son souffle. Elle évitait les réseaux sociaux, la télévision, tout ce qui pouvait lui renvoyer l'écho de cette journée. Marc tenta d'appeler, laissa des messages confus, oscillant entre excuses et reproches. Priska écrivit une longue lettre, pleine de regrets tardifs. Anne ne répondit à aucun des deux. Le silence devint sa première protection. Au bout de quelques semaines, elle trouva un petit appartement lumineux, non loin de son école. Un nouveau quartier, de nouvelles rues, un autre rythme. Le jour de l'emménagement, elle posa ses cartons seule, sans musique, sans larmes. Chaque objet rangé était une manière de reprendre possession de son espace, de sa vie. Elle changea de numéro de téléphone, bloqua certains contacts et annonça simplement à ses proches qu'elle avait besoin de temps. Le retour en classe fut difficile. Devant ses élèves, elle souriait, mais la fatigue se lisait dans ses gestes. Pourtant, quelque chose se reconstruisait lentement. Enseigner redevenait un refuge. Les enfants ne posaient pas de questions inutiles. Ils étaient là, présents, sincères. Cela lui faisait du bien. Anne commença aussi une thérapie, sans honte, sans détour. Elle parla de la trahison, de la colère, mais surtout de la peur d'avoir été aveugle. Séance après séance, elle comprit qu'elle n'avait pas perdu sa valeur, seulement une illusion. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais libératrice. Un soir, en rangeant un carton oublié, elle retrouva de vieux pinceaux et quelques tubes de peinture. Un reste d'un loisir abandonné depuis l'adolescence. Sur un coup d'élan, elle étala une toile sur la table et se mit à peindre, sans objectif précis. Les couleurs se mêlaient, parfois violemment, parfois avec douceur. Pour la première fois depuis longtemps, Anne sentit son esprit s'apaiser. Ce n'était pas encore le bonheur, mais c'était un début. Une reconstruction silencieuse, honnête, loin du regard de ceux qui l'avaient blessée. Et dans ce calme fragile, Anne apprenait à se retrouver. Avec le temps, la peinture prit une place de plus en plus importante dans la vie d'Anne. Elle peignait le soir, les week-ends, parfois jusqu'à tard dans la nuit, laissant les émotions guider ses gestes. Chaque toile racontait quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à formuler avec des mots. La perte, la colère, mais aussi une douceur nouvelle, timide, qui revenait peu à peu. Elle s'inscrivit à un atelier municipal, plus par curiosité que par ambition, et y découvrit un espace bienveillant, sans jugement. Parallèlement, Anne commença à faire du bénévolat dans une association locale d'aide aux femmes en difficulté. Écouter d'autres histoires, parfois plus dures encore que la sienne, lui donna une perspective différente. Elle n'était pas seule,
Et sa douleur, sans être minimisée, trouvait un sens nouveau lorsqu'elle servait à tendre la main. Ces moments nourrissaient une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Un après-midi d'automne, elle croisa Priska par hasard, dans une rue commerçante. Le choc fut immédiat. Priska tenta de parler, les yeux rougis. « Anne, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Anne l'écouta quelques secondes, puis secoua doucement la tête. « Il n'y a plus rien à expliquer. Ce que nous avions n'existe plus. » Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle dit simplement au revoir, tournant définitivement la page de cette amitié qui avait autrefois compté plus que tout. En s'éloignant, elle sentit une tristesse brève, suivie d'un immense soulagement. Les mois passèrent. Anne exposa quelques-unes de ses toiles lors d'une petite exposition collective organisée par l'atelier. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour qu'elle se sente fière. Elle comprenait désormais que la douleur ne disparaissait pas totalement, mais qu'elle pouvait être transformée, modelée, rendue moins tranchante. Chaque matin, en ouvrant les volets de son appartement, Anne respirait profondément. Elle ne cherchait plus à redevenir celle qu'elle était avant. Elle avançait, simplement, vers une version d'elle-même plus consciente, plus solide. Et cette paix nouvelle, même imparfaite, valait toutes les promesses qu'on lui avait autrefois faites. Les années passèrent sans bruit, mais avec constance. Anne changea d'école, obtint un poste qui lui permettait de monter des projets artistiques avec ses élèves. Elle se sentait enfin à sa place, respectée, écoutée. La peinture, autrefois refuge, devint un véritable pilier. Certaines de ses œuvres furent achetées, d'autres offertes, toujours chargées d'une sincérité qui touchait ceux qui les regardaient. Elle ne peignait plus pour survivre, mais pour partager. C'est lors d'un vernissage discret qu'elle rencontra Julien. Rien de spectaculaire, pas de coup de foudre théâtral. Une conversation simple, des silences confortables, un regard franc. Il connaissait son histoire, elle ne la cachait plus. Il ne chercha jamais à la réparer ni à la sauver. Il l'aimait telle qu'elle était devenue. Cette relation se construisit lentement, sans promesses grandiloquentes, mais avec une confiance solide, quotidienne. Un soir d'été, assise au bord du même lac où tout s'était effondré autrefois, Anne observa le reflet du ciel sur l'eau. Elle pensa brièvement à Marc, à Priska, non avec colère, mais avec une distance paisible. Il n'avait plus de pouvoir sur sa vie. Sa plus grande victoire n'avait pas été de les confronter, mais de ne pas se perdre. Elle comprit alors que la trahison n'avait pas détruit son avenir. Elle l'avait redirigé. Ce qu'elle avait pris pour une fin était devenu un point de départ. Elle avait appris à se choisir, à se respecter, à ne plus confondre amour et peur de la solitude. Anne sourit, le cœur léger. Elle n'avait rien à prouver, rien à venger. Elle avait fleuri, simplement. Et dans cette reconstruction patiente, elle avait trouvé quelque chose de plus précieux qu'un conte de fées. Une vie vraie, alignée, profondément sienne. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne? Abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. N'oubliez pas de liker la vidéo pour aider YouTube à vous proposer davantage d'histoires comme celle-ci. Partagez-la avec un ami et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire touchante. Gros bisous et à bientôt.